rencontrer l'obscurité de ces lieux. Donc nous sommes très heureux de recevoir ce soir Rafiq El-Adnani, qui est philosophe et islamologue. Elle est membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, du conseil scientifique du CCEFR et directrice fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Elle a contribué aux travaux du séminaire Laïcité et fondamentalisme qui est organisé par le Collège des Bernardins. Et ces derniers ouvrages, si les notes sont exactes, elles le sont, j'en suis sûr, la nécessaire réconciliation dans laquelle vous abordez la question de la violence et de la relation à soi et à l'autre et de l'identité, paru en 2014, et deuxième ouvrage, Islam, quel problème? Les défis de la réforme, paru en 2017 aux éditions Publisher. Par ailleurs, j'ai le plaisir de dire aussi que Rafiq est une fidèle de l'association. Elle y intervient, comme nous en avons le bonheur ce soir, comme conférencière, mais elle est souvent parmi nous aussi comme participante à nos assemblées, et on la remercie donc doublement. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et merci de votre présence. La conférence d'aujourd'hui porte le titre Maghreb, le problème identitaire et ses répercussions. C'est un titre qui exprime une affirmation, celle de l'existence d'un problème identitaire au Maghreb. Évidemment, une telle affirmation suscite beaucoup de questions. La première est de savoir si réellement il existe un problème identitaire au Maghreb, de quel problème identitaire il s'agit, quelles sont les causes qui ont permis l'émergence de ce problème, quelles sont les répercussions donc, de ce problème sur le comportement des individus, le comportement individuel et collectif. On peut même parler du comportement au niveau du Maghreb, mais aussi en dehors des frontières maghrébines. Je commence donc ma conférence par... je reviens donc sur le sens du terme ou du mot Maghreb. Le Maghreb est un terme arabe, Maghreb en arabe, qui signifie le couchant et désigne la partie ouest du monde musulman ou la zone nord de l'Afrique ou encore la zone sud-ouest de la Méditerranée. Le Maghreb, selon les historiens, le Maghreb est, ou le premier peuple connu, selon les historiens, qui a occupé le Maghreb, sont les Berbères. On les appelle les Berbères ou les Amazirs ou encore Amaziren dans la langue des Berbères. Donc, le peuple premier qui a habité cette terre où le Maghreb sont les Berbères, mais d'autres peuples sont venus s'installer au Maghreb, sur certaines zones du Maghreb, comme les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs, les Espagnols, les Italiens et les Français. Je tiens à les nommer parce que c'est important de savoir que ce peuple s'est mélangé à d'autres peuples. Cependant, selon toujours les études qui ont été faites sur cette partie géographique, disent que les Berbères demeurent la composante dominante de la population maghrébine durant toute son l'histoire connue évidemment. Avant l'islam, les Maghreb étaient païens, juifs et chrétiens. Avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle, ils embrassent l'islam après une résistance qui a quand même duré quelque temps. Et selon l'historien français Gabriel Camps, l'islamisation du Maghreb s'est faite sur 2 siècles. C'est une islamisation qui a été accompagnée d'une arabisation. Donc l'arabisation qui a été encouragée par les souverains berbères eux-mêmes. Elle a touché les villes. En revanche, les zones rurales sont restées davantage berbérophones. Même si le berbère parlait à partir de l'arrivée de l'islam, ce berbère s'est imprégné de beaucoup de mots arabes. Et l'arabe parlé au Maghreb a gardé aussi en son sein beaucoup de mots berbères. Avec l'arrivée du français,
les deux langues parlées au Maghreb, l'arabe et le berbère, l'arabe parlé évidemment et le berbère, ont emprunté beaucoup de termes à la langue française. Avec l'arabisation accélérée de ces pays après l'indépendance, après leur indépendance, ces termes d'origine française, j'ai constaté dernièrement qu'ils sont de plus en plus remplacés par des termes arabes. Donc on voit que l'arabisation continue de faire son chemin. Ces quelques critères que je viens de vous donner, des critères qui qualifient le Maghreb, on peut dire qu'ils constituent l'identité ou une partie de l'identité du Maghreb. Pour dire que l'identité est un ensemble de critères ou de marqueurs qui permettent de désigner, de distinguer une personne, une chose ou un ensemble de personnes. Concernant l'identité d'une personne, la date et le lieu de sa naissance, son nom et son prénom, le nom de ses parents et leur prénom constituent des marqueurs ou des critères constants de son identité. Mais l'identité est complétée par d'autres critères, d'autres marqueurs qui sont moins constants, comme la langue, la religion, la nationalité, et d'autres encore qui sont moins constants encore, comme la fonction que la personne exerce ou encore sa situation familiale. Donc l'identité permet de distinguer une personne, mais pas seulement. Elle permet à la personne elle-même d'avoir cette prise de conscience de ce qu'elle est. C'est pour cela qu'on dit que l'identité est cette empreinte existentielle qui nous permet de savoir qui nous sommes et de répondre à la question « Qui suis-je ?» C'est pour cela que les personnes qui ne connaissent pas qui sont leurs parents, on les entend souvent déclarer qu'ils ne savent pas qui elles sont, qu'elles ne savent pas qui elles sont. Aussi, les personnes ou les amnésiques déclarent souvent ne pas savoir qui elles sont. Car l'histoire, ce que nous avons vécu dans le passé, l'histoire de nos parents, de nos familles, est une partie intégrante de notre être, de ce que nous sommes, donc de notre identité, et cela est valable pour un peuple. De ce fait, celui qui nie son histoire, ses ancêtres, son histoire, ses parents, ses grands-parents, a certainement un problème identitaire, a certainement un problème avec son être, avec ce qu'il est, avec son identité. Et cela est valable évidemment pour un peuple. Or, en effet, si je parle aujourd'hui du problème identitaire au Maghreb, justement, au Maghreb, une grande partie des Maghrébins nient et rejettent l'histoire ancienne de leur pays. Ils ont une opinion négative à son sujet et considèrent souvent qu'elle est sans intérêt. Ils préfèrent ne pas en parler, et quand ils sont obligés donc de parler de cette histoire, ils écourtent ses racines afin qu'elles n'aillent pas trop loin. Pas plus loin souvent que la période contemporaine, sinon pas plus loin que le Xe siècle. Pourquoi le Xe siècle? Car on dit qu'au Xe siècle, il y a eu une invasion arabe sur le Maghreb. Sinon, pas plus loin que le 7e siècle, date à laquelle la date des premières conquêtes musulmanes. Donc, cette négation ou ce rejet de l'histoire, évidemment, reflète l'existence d'un problème identitaire, car je dis que l'histoire d'un pays, c'est avant tout l'histoire d'une terre. Quelles que soient nos origines, on ne peut pas nier à une terre son histoire. Donc, ce n'est pas une question d'origine. Quelles que soient nos origines, on ne peut pas nier à une terre son histoire, sauf si on a un problème avec cette histoire. Selon l'historien Gabriel Camps, dans son livre « Les Berbères, histoire et les Berbères,
Mémoire et identité, il écrit « La majeure partie de la population maghrébine se dit et se croit d'origine berbère. » Pardon, arabe. Et là encore, on voit qu'il y a un problème avec l'origine berbère, il y a un rejet de ces origines. Et évidemment, ce problème identitaire a été soulevé par Ibn Khaldoun au XIVe siècle déjà, et Ibn Khaldoun raconte justement que ce peuple berbère rejette ses origines et prétend avoir des origines arabes, et il a même une répugnance à reconnaître ses origines berbères. Et c'est là que se situe le problème, notamment dans cette répugnance à reconnaître ses origines. Autrement dit, on peut ne pas avoir des origines berbères, mais cette répugnance vraiment nous interpelle, m'interpelle personnellement. Ibn Khaldoun donc, a écrit dans son livre très son fameux livre, l'histoire des Berbères, il écrit « Telle fut en effet la race berbère, beaucoup de personnes ont eu de la répugnance à se reconnaître d'origine berbère. » Il ajoute « J'aurai l'occasion de rappeler ses prétentions à une origine arabe, prétentions que je regarde comme mal fondées. » Donc Ibn Khaldoun a soulevé ce problème déjà au XIVe siècle, ce qui prouve que ce n'est pas un problème nouveau, c'est un problème ancien, mais c'est aussi un problème qui touche toute la société et toutes les couches de la société au Maghreb encore aujourd'hui. Autrement dit, on le trouve et on le détecte dans le discours des gens ordinaires, mais aussi dans le discours de l'élite intellectuelle et l'élite politique. Donc on le retrouve aussi dans l'élite qui essaye par tous les moyens de ne pas parler, de ne pas évoquer cette histoire ancienne de leur pays, notamment l'histoire avant l'islam. Ils essayent aussi de détourner ou de contourner le terme berbère ou amazir afin de ne pas l'utiliser, comme s'ils avaient un blocage qui les empêche de le prononcer. Évidemment, ce que nous avons beaucoup de textes que nous pouvons utiliser pour trouver aussi que ce problème identitaire, on peut le trouver aussi dans la littérature maghrébine. Et j'ai pour vous un texte de l'émir Abdelkader que j'ai pris de son livre, le livre d'Abdelkader. Et l'émir Abdelkader est une personnalité algérienne qui a marqué l'histoire de l'Algérie, donc vous le connaissez. Il a écrit un livre qu'il a intitulé le livre d'Abdelkader. Et dans ce livre, il dit « Les hommes se divisent en deux classes. Ceux qui se sont adonnés aux sciences et qui ont brillé par la variété de leurs connaissances, ce sont les créatures élues de Dieu, et ceux qui ont donné un soin qu'ils ne méritent pas, comme on parle. Les premiers sont les Indiens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Francs, les Arabes, les Hébreux, les Égyptiens. Les seconds forment le restant des autres peuples. » Donc on voit comment l'émir Abdelkader ne parle pas du peuple berbère. Il ne cite pas son propre peuple, étant donné qu'il est maghrébin, l'émir Abdelkader. Ce qui nous montre qu'il y a un problème avec soi, donc un problème complexe ou une relation complexe avec soi, avec lui-même. Car quand ce sont les autres qui ne reconnaissent pas des honneurs, cela peut se comprendre. Mais quand c'est nous-mêmes qui pensons que nous ne méritons pas ces honneurs, cela révèle un problème de relation avec soi. Donc, l'émir Abdelkader considère que son propre peuple ne mérite pas qu'on parle de lui. Évidemment, l'émir Abdelkader lui-même se considère comme arabe. Évidemment, quand on détecte ce problème identitaire, la première des choses, ou la première question qui s'impose, quelles sont les causes de ce problème identitaire? Et la question
ce que je viens comment je viens de présenter le problème, de ce discours que je viens de tenir au sujet de ce problème, nous avons deux repères, où on repère deux éléments. Le premier élément, c'est que l'histoire qui est rejetée ou qui est reniée, c'est l'histoire avant l'islam. Le deuxième repère, c'est que les Berbères prétendent être arabes, ou une partie des Berbères, évidemment pas tous, prétendent avoir des origines arabes. Or, les Arabes, ce sont ceux qui ont apporté l'islam au Maghreb. Donc, il y a un lien avec l'islam. C'est pour cela que le premier qu'on va interroger, c'est l'islam. À ce sujet, Ibn Khaldoun nous donne un critère important sur le caractère des Berbères. Il dit que les Berbères ont employé un excès de zèle dans la manière de faire respecter les recommandations de l'islam et un excès de zèle dans la manière de soutenir la religion musulmane. L'excès de zèle, évidemment, qui pousse les gens à faire plus que ce qu'on leur demande. Cet excès de zèle révèle évidemment toujours un complexe. Et Ibn Khaldoun, en parlant de cet excès de zèle, fait allusion à certaines dynasties berbères qui ont occupé le Maghreb entre le 8e siècle et le 13e siècle, tels que les Rostomites, les Almoravites, Morabitoun et Almoahad ou Almoahidoun. Ce sont des dynasties berbères qui ont pratiqué un islam très rigoriste, très puritain. Avec le langage d'aujourd'hui, on les qualifierait d'islamistes ou de fondamentalistes. Donc c'était des berbères, mais qui voulaient un islam vraiment puritain. Et on peut dire que cet excès de zèle a poussé ces berbères islamisés à développer une forme de honte vis-à-vis de leurs ancêtres qui ont combattu les premiers conquérants arabes. Et cet amour excessif aussi de l'islam les a poussés à développer une forme de culpabilité d'avoir combattu ces premiers musulmans qui ont apporté l'islam et qui n'ont pas adopté l'islam spontanément. Donc cet excès de zèle les a aussi poussés à développer une forme de complexe par rapport aux Arabes et le fait de ne pas être arabe. Donc pour eux, un bon musulman, c'est celui qui est musulman et arabe en même temps. Donc eux, comme ils ne sont pas arabes, ils ont développé cette forme de complexe par rapport aux Arabes. Et évidemment, on comprend aussi ce complexe par le fait que les docteurs de l'islam, d'une manière générale, ont revendiqué à la langue arabe, mais aussi aux Arabes qui portent cette langue, une supériorité par rapport aux autres musulmans. Donc pour ces berbères, pour être un bon musulman, un musulman exemplaire, il fallait être aussi arabe, mais pas que cela, car ils voulaient aussi accéder à un certain prestige que eux-mêmes réservaient aux Arabes. Donc pour accéder à ce prestige, le prestige d'être un bon musulman, mais aussi d'avoir une classe sociale honorable, il fallait qu'ils prétendent avoir des origines arabes. Ce que je viens de dire n'est pas une simple déduction spéculative, mais c'est ce que j'ai déduit aussi de certains textes littéraires maghrébins, comme ce texte de l'émir Abdelkader, dans lequel il dit « Lorsque les Arabes envahirent l'Afrique, et tuèrent le roi Djadja, le roi grégoire, les Berbères passèrent au front et s'unirent à eux pour combattre les Arabes. La guerre ne cessa entre eux et avec des chances diverses qu'en l'an 84 de l'Hégire, quand les Berbères et les Francs furent mis en fuite, alors cessa leur alliance. » Si on lit ce texte, on comprend une chose, que l'émir Abdelkader ne considère pas
le combat des Berbères contre les envahisseurs arabes du 7e siècle, comme contre les conquérants arabes, comme un désir de défendre sa terre ou de défendre sa liberté, mais comme une trahison. Pour lui, ils ont trahi, ils se sont ralliés au front, donc c'est une trahison, pour combattre les Arabes, donc pour combattre l'islam. On voit là, on détecte cette honte qui hante les Berbères concernant leurs ancêtres et leurs origines. Ibn Badis, un autre personnage algérien qui a marqué l'histoire contemporaine algérienne. Il est le fondateur de l'association des ulama musulmans algériens en 1931. La date de son décès, le 16 avril, est considérée en Algérie et célébrée en Algérie comme la journée de la science. Donc Ibn Badis est un personnage quand même qui a sa place dans l'histoire algérienne. Il écrit: il ne peut attribuer ce grand message qu'à une nation grande, car seules les nations grandes et les grands peuples peuvent entreprendre de grandes tâches. Cette tâche qui est celle de répandre le message de l'islam. Donc pour les Berbères, et on voit là le texte d'Ibn Badis qui le montre, ils ont ce complexe de ne pas avoir eux aussi ce message divin à transmettre. Donc ils vénèrent les Arabes qui, eux, ont ce message à transmettre. Dieu donc les a choisis. Et si Dieu les a choisis, c'est qu'ils sont supérieurs, c'est qu'ils sont une grande nation. Donc, dommage pour les Berbères, ils ont toujours eu cette impression qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce peuple arabe, car eux n'ont jamais eu de message divin à transmettre. Daniel Rivet est un écrivain français. Il a écrit un livre qu'il a intitulé L'histoire du Maroc. Il parle, donc il a un problème, il le soulève. Il raconte que les Berbères prennent honte de leurs origines, à reconnaître que leurs ancêtres avaient résisté longtemps, obstinément à la conquête arabe et n'avaient pas adopté spontanément l'islam dont ils revendiquent être devenus les adeptes les plus fervents. Quand on parle donc des causes qui ont permis l'émergence de ce problème, et quand on évoque l'islam, on ne peut pas ne pas questionner ou nous interroger sur le malikisme, étant donné que le malikisme est la doctrine la plus répandue au Maghreb. Même si les premiers siècles, toutes les doctrines musulmanes ont eu de l'écho auprès des Berbères islamisés, le chiisme, le sunnisme, le kharidjisme avec ses différentes fractions. Et le kharidjisme au départ c'était des chiites qui ont quitté Ali et qui ont fondé leur propre doctrine, la doctrine kharidjite, qui est une doctrine très puritaine et très violente en même temps. Mais après les premiers siècles, c'est le malikisme qui a pu s'installer et se répandre au Maghreb. Donc le malikisme le nom vient du nom de son fondateur, Malik ibn Anas, qui est un Médinois. Donc Malik ibn Anas est un Médinois, il vivait à Médine, et il est considéré comme le grand imam de Médine au 8e siècle. Il a fondé l'école malikite comme réaction à l'école hanafite, l'école d'Abu Hanifa. Abu Hanifa vivait à Koufa, donc en Irak. Il a fondé une école juridique, qui est la première école juridique sunnite. Pour Abu Hanifa, le juriste doit se référer aux textes coraniques notamment, mais s'il ne trouve pas de réponse dans les textes, il doit se référer à sa propre pensée, sa propre intelligence, et on appelle son école l'école de l'opinion. Ce qui a fait réagir les Médinois, Malik et les autres Médinois, c'est que pour eux, ils ont vu
cette déclaration d'Abu Hanifa d'un très mauvais œil. Car pour eux, si les musulmans organisent leur société avec des lois issues de leur propre pensée, cela revient à dire que dans quelques années, on aura des sociétés musulmanes, mais qui n'ont rien à voir avec Médine. Médine qui est la ville où le prophète a construit la première société musulmane. Donc si on permet à Koufa ou l'Irak d'avoir une société ou d'organiser leur société avec des lois issues de leur propre pensée, cela revient à dire que l'Irak va se détacher aussi de l'autorité de Médine et avoir des sociétés musulmanes, comme je viens de dire, qui n'ont rien à voir avec la première société construite par le prophète. Donc les Médinois, les docteurs de Médine ont vu ça d'un très mauvais œil, et surtout, pour eux, cette déclaration d'Abu Hanifa revient à dire que les Irakiens vont se détacher de l'autorité religieuse des Médinois. Ce qui a fait réagir les Médinois, c'est qu'ils venaient de perdre le pouvoir politique avec le transfert de la capitale de Médine à Damas et de Damas à Bagdad. Donc ils ont perdu le pouvoir politique. Ils ne voulaient pas perdre le pouvoir religieux. Donc ils ont réagi et ils ont déclaré, Malik ibn Anas a déclaré que le juriste doit se référer au texte. S'il n'a pas de réponse, s'il ne trouve pas de réponse dans les textes coraniques, il doit se référer à la tradition du prophète. Et s'il ne trouve pas de réponse dans la tradition du prophète, il doit se référer à la tradition des compagnons du prophète. Et s'il ne trouve pas aussi de réponse chez les compagnons du prophète, il doit se référer aux traditions des gens de Médine. Ainsi, Malik a déclaré les traditions des gens de Médine comme un critère juridique ou une référence dans le domaine juridique. Autrement dit, Malik ibn Anas a déclaré Médine comme un modèle de société pour tous les musulmans. Tous les musulmans doivent regarder vers Médine s'ils veulent organiser leur société pour qu'elle soit une société conforme à celle que le prophète a léguée aux musulmans. Donc Malik ibn Anas a déclaré Médine comme modèle de société, autrement dit, a déclaré que les Médinois comme des musulmans supérieurs, un modèle pour les autres musulmans. Donc il a revendiqué la supériorité des Médinois, autrement dit des Arabes, des musulmans arabes, par rapport aux musulmans non arabes. Malik ibn Anas a insisté sur le fait qu'un juriste doit connaître la langue arabe. Or, ce sont les Arabes qui portent la langue arabe, ce sont eux qui maîtrisent la langue arabe. Et il ajoute, concernant le consensus des docteurs de l'islam, qui est aussi une référence ou un repère ou une référence dans le domaine juridique pour les musulmans, pour lui, ce consensus des ulama, des docteurs de l'islam, doit se limiter aux gens de Médine. Les autres ne doivent pas être concernés par le consensus des ulama, car ils considèrent que les Médinois sont ceux qui ont comment dirais-je, ils sont plus crédibles à parler de la religion et de l'islam, et donc leur parole a plus de valeur que la parole des autres musulmans. Voilà, donc le malikisme revendique une supériorité pour les Arabes par rapport aux autres musulmans, et les Berbères qui ont adopté le malikisme ont donc adopté une doctrine qui revendique la supériorité des Arabes et qui accentue leur complexe d'infériorité. Ils avaient déjà ce complexe d'infériorité, et ils adoptent une doctrine qui accentue ce problème identitaire. Nous avons sur l'écran une citation de Youssef al-Qaradawi
vous le connaissez peut-être, c'est un prédicateur égyptien. Il est toujours en vie. Je pense qu'il vit aujourd'hui au Qatar. Il écrit: l'islam impose aux musulmans non arabes en Asie et en Afrique l'amour des Arabes. Il veut qu'ils préfèrent ces derniers au détriment de leur propre être. On voit comment cette supériorité des Arabes, elle est encore revendiquée aujourd'hui, cette supériorité des musulmans arabes au détriment des autres musulmans est encore revendiquée aujourd'hui, même si les musulmans récitent souvent ce hadith du prophète, cette parole du prophète que nous avons appris à l'école et que nous avons récité plusieurs fois. Seule la piété fait la différence entre un arabe et un non-arabe. Donc il y a un hadith qui dit que tous les musulmans sont égaux. Seule la piété peut faire la différence entre un arabe et un non-arabe. Cela n'a pas empêché les musulmans, que ce soit les docteurs de l'islam ou les autres, à revendiquer aux arabes une supériorité par rapport aux autres musulmans. Au Maghreb, la deuxième doctrine la plus répandue au Maghreb, c'est le soufisme. Le soufisme, au départ, les soufis se sont opposés aux juristes. Cependant, vers, disons, le XIIIe siècle à peu près, il y a eu un compromis entre les soufis et les juristes. Un compromis qui a fait qu'ils se sont rapprochés. Donc il y a eu un rapprochement entre les deux écoles ou les deux doctrines. Au Maghreb, le rapprochement ou le bon ménage entre les juristes malikites et les soufis a donné un soufisme à tendance malikite, ou si vous voulez même un malikisme à tendance soufie. Donc c'était un soufisme à tendance malikite, autrement dit un soufisme qui a adopté la doctrine malikite et donc la supériorité, l'idée de la supériorité de l'arabe sur le non-arabe a été aussi adoptée par le soufisme au Maghreb. Et le Maghreb a connu un nombre important de confréries où les saints revendiquent toujours une filiation prophétique ou des origines arabes. Car avoir des origines arabes donne un prestige social et même un pouvoir social. Donc les saints avaient ce pouvoir social, mais évidemment, ils revendiquaient des origines prophétiques, des généalogies arabes. On arrive donc à un autre élément qui est le pouvoir. Le pouvoir est un autre élément qui peut nous expliquer ce problème identitaire. C'est un autre élément qui est aussi une cause qui a permis à ce problème identitaire d'émerger. Pour la question du pouvoir, on sait que le prophète est mort en 632. Lorsque le prophète est décédé, les Qurayshites, qui sont les membres de sa tribu, la tribu Quraysh, ont revendiqué le pouvoir. Ils ont revendiqué le pouvoir, ils ont exclu les autres Arabes, les autres musulmans, les autres Arabes, y compris les Médinois. Donc même les Médinois, alors que les Médinois, ce sont eux qui ont reçu le prophète et les premiers musulmans lorsqu'ils étaient persécutés à la Mecque. Donc ils ont permis à l'islam de se répandre. Malgré cela, le jour où le pouvoir politique la question du pouvoir politique a été posée, ils ont été écartés par les Qurayshites qui sont les membres de la tribu du prophète. De ce fait, les 4 premiers califes étaient des Qurayshites, les califes Omeyyades étaient des Qurayshites et les califes Abbassides également étaient des Qurayshites. Après, les choses ont changé, évidemment. Au Maghreb, les Berbères ne voulaient pas céder le pouvoir. Nous avons vu avec les dynasties Al-Muwahhad et Al-Morabitou, les Morabites, c'était des Berbères. Donc ils n'ont pas cédé le pouvoir facilement aux Arabes. Ils voulaient avoir aussi le pouvoir. Là, j'ai sauté quelque chose tout simplement concernant les chiites. Les chiites aussi réclament le pouvoir pour les Qurayshites, mais précisément la famille du prophète.
qu'on appelle les gens de la maison, qui sont les descendants d'Ali, son gendre et son cousin, et de sa fille Fatima. Donc on voit chez les sunnites et chez les chiites, au départ, le pouvoir est revendiqué comme un pouvoir qui doit revenir aux Quraysh. Les Kharijites, évidemment, qui ont quitté Ali, qui ont quitté le chiisme, eux ont revendiqué le pouvoir pour tous les musulmans pieux. Donc ce n'était pas le cas de tout le monde, ne serait-ce que les Kharijites. Les Berbères qui ne voulaient pas aussi céder le pouvoir. Néanmoins, quand le malikisme s'est installé, quand l'islam s'est vraiment installé au Maghreb, l'idée de la légitimité politique qui devait revenir aux Arabes a commencé à s'installer, et les Berbères, pour avoir cette légitimité politique, n'avaient, disons entre parenthèses, n'avaient peut-être pas le choix que de revendiquer aussi avoir une origine arabe et même des liens de sang avec le prophète pour avoir cette légitimité politique, comme par exemple les Hafsides. Les Hafsides ont occupé l'est algérien et toute la Tunisie et une partie de la Libye. Donc c'est une grande dynastie qui a duré quand même assez longtemps. C'était des Berbères, mais qui ont prétendu être des Arabes. Avait-il le choix de le faire ou pas? Ce n'est pas la question, mais ce qu'on peut dire, c'est que leur propre peuple réservait aux Arabes une place prestigieuse. Ils faisaient d'eux facilement des princes lorsque ces Arabes voulaient le pouvoir, comme avec les Fatimides et avec les Idrissides. Donc une personne qui vient et qui dit qu'elle a des liens de sang avec le prophète, si elle réclame le pouvoir, les Berbères faisaient facilement d'eux facilement, c'est pas le mot que je dois utiliser, mais quand même faisaient d'eux des princes, comme avec les Fatimides. C'est une dynastie qui est normalement, elle est née en Kabylie, mais le chef prétend avoir des origines arabes. Fatimide, donc un descendant de Fatima, la fille du prophète, ce sont donc des chiites. Et pareil pour les Idrissides. Pour dire pourquoi les Berbères avaient aussi peut-être besoin de revendiquer des origines arabes pour avoir le pouvoir politique. Mais pour comprendre réellement ce problème identitaire, ce rejet des origines, cette façon de prétendre avoir des origines arabes, on ne peut pas vraiment le comprendre si on ne questionne pas la langue, et précisément la langue berbère. Et la langue berbère, comme on sait, est une langue orale. Et avant l'islam, les berbères utilisaient le grec et le latin comme langue officielle, comme langue de savoir, comme langue administrative. Même s'ils utilisaient le berbère dans la vie courante. Donc cela revient à dire que avant même l'islam, il y avait ce problème de la langue. Pour avoir l'image d'un intellectuel ou avoir le pouvoir, il fallait parler une autre langue. C'était à l'époque le grec et le latin. Bien que les fouilles archéologiques attestent que les Berbères connaissaient l'écriture et avaient les caractères tefina, l'alphabet tefina. Mais ils l'ont abandonné pour d'autres alphabets ou au profit d'autres alphabets méditerranéens et peut-être pour être au centre de la civilisation méditerranéenne. Avec l'arrivée de l'islam et la langue arabe évidemment, ils ont remplacé le grec et le latin par la langue arabe. Donc c'est la langue arabe qui est devenue la langue du savoir, de la civilisation, la langue de la religion évidemment. Et avec l'arabisation des villes au détriment, je ne sais pas si au détriment, mais en tout cas l'arabisation des villes et les zones rurales qui sont restées plutôt berbérophones, la langue arabe est devenue la langue de la citadinité et la langue berbère, la langue de la ruralité. Cette distinction linguistique entre une langue de la civilisation, une langue de la citadinité, par rapport à une autre langue, qui est la langue du peuple et la langue de la ruralité, a créé chez les Berbères une forme
honte aussi par rapport à leur langue. Donc pour avoir l'image d'une personne intellectuelle, pour appartenir à la classe politique, pour avoir l'image d'un citadin, d'un intellectuel, d'une personne civilisée, il fallait parler l'arabe. Et c'était le cas en Algérie jusqu'à 1980. Encore dans les villes à Alger, parler le berbère était un peu moins pas bien vu. La personne donnait un peu l'image d'une personne qui vient de la campagne, qui n'a pas fait d'études. Donc ça renvoie à la ruralité et à l'illettrisme. Voilà comment aussi les deux positions, cette distinction des deux linguistiques était importante. Elle a joué un rôle important dans ce problème identitaire, d'autant plus que tous les docteurs de l'islam, et notamment les docteurs du côté de l'Arabie, ont revendiqué à la langue arabe une supériorité. Ils ont donc rappelé tout le temps que l'arabe était la langue du Coran, la langue de la civilisation, la langue du savoir, et que la langue aussi du prophète. Donc elle avait une place quand même supérieure, et les Arabes ont toujours revendiqué cette place pour la langue arabe. Donc voilà comment j'explique les causes de ce problème identitaire. Maintenant, j'arrive à la théorie des Banu Hilal. On ne peut pas évidemment aborder cette question identitaire sans parler des Banu Hilal. Les Banu Hilal est moi je dis une théorie, disons une histoire que tous les historiens racontent lorsqu'ils parlent du peuple maghrébin, et ils le présentent comme un peuple qui est constitué de deux communautés. L'une est arabe, elle est majoritaire, et l'une berbère est minoritaire. C'est comme ça qu'on trouve la présentation du Maghreb pratiquement chez tous les historiens maghrébins et d'autres également. Qui sont les Banu Hilal? Les Banu Hilal est une histoire que Ibn Khaldoun raconte. Il raconte que les Banu Hilal, qui sont une tribu de l'Arabie, a été soi-disant chassée de l'Arabie au Xe siècle. Il explique pourquoi elle a été chassée de l'Arabie. Il dit qu'elle a été chassée de l'Arabie par les Fatimides, car ils créaient des problèmes en Arabie, ils créaient des problèmes parce qu'ils attaquaient les pèlerins. Donc c'était un petit peu des bandits et des voleurs. Donc pour Ibn Khaldoun, selon l'historien Ibn Khaldoun, les Fatimides les ont chassés, ils les ont envoyés vers le Maghreb. Et on appelle d'une invasion arabe au Xe siècle. Donc c'est ça l'invasion arabe au Xe siècle, c'était l'invasion des Banu Hilal. D'autres parlent encore d'une autre tribu qu'on appelle la tribu des Banu Soleil. Pour la majorité des Maghrébins, des historiens également, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Arabes au Maghreb sont plutôt les descendants de cette tribu qui a été chassée de l'Arabie au Xe siècle et qu'on a envoyée vers le Maghreb. Cette façon de présenter cette théorie est intéressante à savoir, car si on revient un petit peu au discours qu'on donne aux Maghrébins concernant leurs origines, on leur raconte qu'ils sont soit berbères, avec des origines honteuses quand même, car ils ont combattu l'islam, donc ils ne sont pas fiers de ces origines, évidemment pas tout le monde, mais la majorité quand même, ou on les présente comme des descendants d'Arabes, certes, mais des mauvais Arabes, qui étaient des voleurs, des bandits qu'on a chassés de l'Arabie. Donc les deux, je veux dire, les deux présentations des origines, telles qu'on les présente, telles qu'on les raconte aux jeunes et aux populations au Maghreb, les deux ne permettent pas de valoriser son image, ne permettent pas d'être fiers de ce qu'on est. Donc les deux ont participé à créer ce problème identitaire.
évidemment des répercussions sur le comportement individuel et collectif. Il est intéressant aujourd'hui de poser la question de ces répercussions parce que ce problème identitaire persiste encore aujourd'hui. Il ne fait pas partie de l'histoire. Il a des racines très lointaines dans l'histoire, mais il persiste encore aujourd'hui, malgré l'évolution constatée dans ce domaine à partir de 1980 notamment. En 1980, il y a eu en Algérie ce qu'on appelle le printemps berbère. Beaucoup de choses ont changé à partir de ce printemps berbère en 1980. D'autres mouvements ont suivi ce printemps berbère au Maroc, aussi en Tunisie, en Libye, notamment après le printemps dit arabe de 2011. Aujourd'hui, au Maroc et en Algérie, la langue tamazight, la langue berbère, la langue tamazight est une langue officielle. Elle est déclarée comme une langue officielle. Donc on peut dire qu'il y a une évolution dans ce domaine, une évolution pour la reconnaissance de la langue tamazight, donc de la culture berbère, et aussi une évolution vers une réconciliation avec cette histoire, ses origines et cette culture, qui touche les berbérophones, mais aussi les arabophones. Donc on trouve cette évolution aussi chez les arabophones. Cependant, cela ne veut pas dire que le problème est terminé, car en 2014-2015, il y a eu le problème, les événements de Gardaïa en Algérie. Donc il y a eu deux communautés qui s'affrontaient dans la région de Gardaïa. Toute la presse locale, la presse nationale et la presse internationale ont présenté le problème comme un problème entre arabes et berbères. C'est à ce moment-là, j'ai écrit un texte que j'ai intitulé, un article que j'ai intitulé « La dichotomie entre arabes et berbères est-elle réelle ?» Évidemment, elle n'est pas réelle. Ce sont les berbères qui se sont arabisés. Il y a eu des arabes, évidemment, qui sont venus, mais ils se sont mélangés à la population autochtone. Donc, on ne peut pas parler d'arabes et de berbères. C'est la première raison qui nous permet de dire que le problème persiste encore aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que pour beaucoup de Maghrébins aujourd'hui, des Algériens et les Marocains, ils considèrent que l'officialisation de la langue tamazight, la langue berbère, est une officialisation d'une langue de minorité, des minorités berbères, ce qui n'est pas le cas évidemment. Donc cette réconciliation avec cette culture, cette langue, avec soi, quand on parle de culture et d'origine, c'est avec soi, n'est pas encore tout à fait faite et le problème continue encore. Et personnellement, ce qui m'a poussé à aller dans cette direction, et j'ai questionné ce problème identitaire et je voulais le comprendre, c'est le phénomène de la violence au Maghreb. La violence au quotidien, celle que nous, les Maghrébins, vivent tous les jours, ils la subissent dans la rue, ils la subissent sur le lieu du travail, ils la subissent au sein de la famille. Les sociétés maghrébines sont des sociétés très violentes. Et dans la recherche que j'ai faite, j'ai essayé de chercher s'il y avait un lien entre ce problème identitaire, cette image de soi, ce mépris de soi, ce complexe d'infériorité et cette violence sociale. C'est ça l'objectif donc de ce travail. Et j'ai questionné donc cette image de soi sur 3 dimensions. L'image de soi vis-à-vis de soi, donc l'image de soi telle que je la vois dans mon miroir personnel, l'image de soi telle que je la projette sur l'autre, mon semblable, et l'image de soi telle que je la vois dans le regard de l'autre. Donc l'image de soi dans mon propre miroir. Évidemment, celui qui se méprise, il voit son image méprisée dans son propre miroir. Cela ne peut provoquer chez lui que de la souffrance. Surtout lorsqu'il pense que cette image négative, c'est son destin. C'est le fait d'être tout simplement de cette région du monde. On est inférieur, on a ce mépris, donc ce n'est pas quelque chose qu'il a choisi ou
ou qui dépend de son propre travail. Ça reflète, enfin, c'est lié à ses origines. Ça ne peut que provoquer de la souffrance et de la colère contre ce destin, et la colère et la souffrance peuvent s'exprimer par le biais de la violence. Donc la deuxième dimension, c'est l'image de soi telle que je la projette sur l'autre mon semblable, car la personne qui a une image négative d'elle-même, qui a un regard de mépris sur elle-même pour ses origines, elle projette cette même image sur ses semblables. Donc, elle ne va pas respecter d'autres personnes comme lui, qui ont la même image, la même identité que lui, la même origine que lui. Donc, on projette ce mépris sur l'autre qui est comme nous. Et le mépris est une des causes de la violence. Quand on respecte l'autre, on s'interdit de le violenter. Donc, la violence se nourrit de ce mépris qu'on éprouve à l'égard de l'autre. Le troisième, ou la troisième dimension, elle est très importante, c'est le regard, l'image de soi dans le regard de l'autre. Comment l'autre me voit. Si j'ai un regard négatif sur moi-même, si je me méprise, je pense toujours que l'autre me méprise. Donc ça crée chez la personne une forme de susceptibilité qui fait qu'elle pense que l'autre la dénigre parce que c'est elle qui se dénigre. Évidemment, cette susceptibilité fait que la personne elle attend à chaque fois les moindres signes de la part de l'autre pour dire qu'il m'a méprisé, qu'il ne m'a pas respecté. Or, cela, ou c'est cette souffrance-là intérieure qui le pousse vers cette susceptibilité et vers ses idées. Évidemment, aujourd'hui, cette violence, et comme je viens de le dire, est un phénomène qui mine les sociétés maghrébines, qui disperse leur énergie, qui gaspille l'énergie des individus, donc de la société. Et je pense que cette violence sociale est une entrave au développement de ces sociétés et de ces pays. Quand on a une société très violente, les individus, au lieu de penser à la création, au travail, ils pensent toute la journée à cette violence et comment se défendre contre l'autre. Donc la violence est une entrave au développement. Mais en même temps, un pays qui n'est pas développé, un pays qui n'offre pas des conditions sociales et économiques favorables à ces individus, accentue ce mépris de soi et cette image négative de soi, autrement dit, ce problème identitaire. Donc le problème identitaire ne se nourrit pas seulement des causes historiques, il se nourrit aussi des causes d'aujourd'hui. Les problèmes socio-économiques peuvent aussi accentuer le problème identitaire. Si je reviens aux Maghrébins qui vivent en Europe, en France notamment, ce sont des Maghrébins, donc ils souffrent du même problème identitaire, mais le fait de vivre aussi dans des milieux comme les banlieues, où ils vivent dans des milieux socio-économiques difficiles, cela ne les aide pas à avoir une meilleure image de soi. Et quand on n'a pas une meilleure image de soi, quand on n'a pas une bonne image de soi, la susceptibilité aussi peut s'accentuer et peut nous pousser au comportement violent. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant cet exposé. La conclusion, évidemment, on ne peut pas avoir une bonne relation avec l'autre si on n'a pas une bonne relation avec soi-même. Donc la meilleure solution, c'est la réconciliation avec soi. Il n'y a pas de raison de se mépriser pour des raisons historiques. Il est important aujourd'hui que les Maghrébins retrouvent la fierté de ce qu'ils sont, car ils ont une histoire honorable, une histoire dont ils peuvent être fiers,
l'histoire de Saint-Augustin, l'histoire d'Apulée, l'histoire de Massinissa, de Jugurtha, de tous ces rois-là qui ont laissé derrière eux des choses honorables, mais malheureusement beaucoup de Maghrébins ne les voient pas de cet œil-là. Je peux vous conseiller, pour en savoir plus, tout d'abord le livre d'Ibn Khaldoun. Il est quand même assez gros, mais c'est bien de savoir qu'Ibn Khaldoun a parlé de ce problème, et donc c'est quand même une référence intéressante. Néanmoins, quand on lit le livre d'Ibn Khaldoun, il ne faut pas le lire comme un deuxième Coran. Car beaucoup de Maghrébins lisent Ibn Khaldoun comme un deuxième Coran. Tout simplement. Autrement dit, si je prends par exemple l'histoire du Maghreb, quand on parle de la composition du peuple maghrébin et le fait qu'il soit soi-disant divisé entre arabes et berbères, pratiquement tous les historiens maghrébins démarrent sur Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun a dit, il y a eu une invasion arabe qui a pris plusieurs terres, le peuple s'est divisé, on continue, on commence par là. Or, dans mon travail, le travail que j'ai fait, j'ai essayé d'aller au-delà de ça et de regarder si Ibn Khaldoun raconte la vérité, si Ibn Khaldoun ne nous a pas laissé des indices qui puissent ou qui peuvent nous orienter peut-être vers une autre façon de voir cette question des Banu Hilal notamment. Ce qui est intéressant chez Ibn Khaldoun, c'est qu'il a soulevé ce problème, le problème des Berbères qui ont ce désir de s'inventer des origines arabes, mais lui-même qui est maghrébin, il s'est inventé des origines arabes. Lui-même dans son livre, il n'a pas été épargné par ce problème. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi lui-même prétend avoir des origines arabes. Et dans son livre, il raconte que ce livre de l'histoire des Berbères lui a été commandé par c'est les Hafsides qui lui ont demandé d'écrire ce livre. Et les Hafsides, c'était des Berbères qui prétendaient avoir des origines arabes. Et lui, il vivait sous la protection des Hafsides. Quand on vit sous la protection des Hafsides qui prétendent être arabes, évidemment, je pense que pour exister encore dans la cour des Hafsides, il faut avoir aussi des origines arabes. Donc Ibn Khaldoun avait-il le choix de ne pas le faire? Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'Ibn Khaldoun nous a laissé des indices. J'ai vraiment aimé ces indices, mais qui ne sont pas dans ce livre-là, mais dans un autre, qu'on appelle les prolégomènes Muqaddima. Dans ce livre, il dit « Un historien qui est lié au pouvoir commet beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas prendre ce qu'il dit comme une vérité absolue. » Et le deuxième livre, c'est celui de Gabriel Kantz, Les Berbères, Mémoire et Identité. C'est un livre intéressant parce que Gabriel Kantz est né en Algérie, donc il a un regard de quelqu'un qui a des liens sentimentaux avec l'Algérie, donc on peut dire qu'il a compris le problème de l'intérieur, mais aussi il a vécu en France, un Français, donc il a aussi ce regard extérieur, ce regard objectif. Donc sa façon de voir le problème est très intéressante. Nous avons aussi Gilbert Meignet qui a écrit sur l'histoire de l'Algérie avant l'islam. Et là, il nous parle réellement de cette civilisation maghrébine avant l'islam, qui est une civilisation berbère, romaine, byzantine, surtout carthaginoise. Donc il parle vraiment de cette civilisation. Il nous dit même qu'il y a eu une civilisation berbère, surtout à Sirta avec le roi Massinissa. Mon propre livre dans lequel j'ai abordé cette question, et je vous conseille aussi ces deux articles que j'ai écrits, La dichotomie entre Arabes et Berbères est-elle réelle, ou encore En Algérie, il n'y a que des Algériens, que j'ai écrit en 2014-2015 au moment des événements de Gardaïa. Merci de votre attention et
Merci, merci de ces propos qui, je le sens la salle frémir, donc beaucoup de questions. Monsieur Labarre. Je crois pas avoir besoin de micro. Madame, je vous remercie de votre analyse, mais je ne partage pas complètement. J'ai vécu 3 ans dans l'Aurès et en Kabylie, et j'ai toujours vu chez les Chaouia et chez les Kabyles un très grand honneur d'être Chaouia et Kabyle. Ce n'est même pas la question de la Kaïna, c'est les Chaouia, ils sont Chaouia, et ils ne sont pas arabes, et ils le disent en permanence, ils le disaient en permanence. En ce qui concerne les Kabyles, bien évidemment, il y a eu une petite invasion arabe, mais les Kabyles des campagnes, moi j'étais à Medjana, hein, ils sont Kabyles avant tout, et ils ne se disent jamais arabes. Donc je ne me retrouve pas dans ce que vous dites, dans cette honte que les Berbères auraient vis-à-vis des Arabes. Oui, évidemment. J'ai dit la majorité ou la grande majorité, mais jamais tout le peuple berbère, heureusement. Si c'était tout le peuple berbère, la langue berbère aurait disparu aujourd'hui. La preuve qu'elle continue d'exister. Évidemment, les berbères en Kabylie, les berbères du côté des Aurès, au Maroc, certains en Tunisie, d'autres en Libye et même en Égypte, ils se sont toujours battus pour que leur culture continue. Ils sont toujours fiers de leurs origines. Néanmoins, il reste quand même une minorité par rapport à la majorité qui sont plutôt dans ce déni. Mais il faut savoir que les berbérophones eux-mêmes sont, d'abord, les arabophones sont des berbères arabisés, dans la majorité, évidemment. Et je parle surtout de cela. Mais ce problème existait aussi chez les berbérophones. C'est-à-dire les berbérophones, jusqu'à 1980, n'étaient pas épargnés par ce problème. En Kabylie, jusqu'à 1980, il y avait les nobles, qu'on appelle les shorafa, les nobles. Soit c'était des berbères qui parlaient le berbère, mais qui prétendaient avoir une filiation prophétique. On les appelle aussi en Kabylie les Imrat. Ceux-là ont toujours le pouvoir social par rapport aux autres qu'on appelle les Kabyles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de filiation prophétique. Ils parlent le berbère, mais ils prétendent avoir des origines arabes pour accéder à ce pouvoir social et même politique. Donc les berbérophones aussi ne sont pas épargnés par ce problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de berbérophones, évidemment, qui réclament leurs origines, qui réclament leur identité, qui ne sont pas du tout, ils n'ont pas cette honte des origines, mais il y en a aussi chez les arabophones. C'est-à-dire que ce n'est pas que les berbérophones qui se sont réconciliés avec leur histoire. On le retrouve aussi chez les arabophones. Pour dire que moi, je ne fais pas de différence. Je pense que c'est un problème qui a touché tout le Maghreb, tous les Maghrébins, avec des, avec des nuances. Il y a des régions où on voit le problème très accentué et d'autres régions un peu moins. Aujourd'hui encore, chez les berbérophones, pour que je revienne sur les Kabyles, aujourd'hui, en Kabylie, ceux qui sont très pratiquants, islamistes, par exemple, ils savent qu'ils sont berbères, ils ne nient pas qu'ils sont berbères, mais quand ils parlent de cette histoire, ils disent toujours « je préfère ne pas en parler, c'est honteux ce qu'on a fait, c'est honteux ce que nos ancêtres ont fait ». Donc, le degré de la religiosité de la personne a aussi beaucoup à voir dans ce problème. Autant on est proche, autant on est pratiquant, autant ce problème se pose. Autant on est un peu moins pratiquant, autant il est moins présent. Donc ce que vous dites est vrai, mais cela n'empêche pas que le problème existait aussi chez les berbérophones et en Kabylie et
chez les Chaouis également. Est-ce que vous pourriez me donner quelques éléments sur le tournant de 80 par rapport à le changement d'identité dont vous évoquez? En 80, il y a eu un mouvement berbère qui a commencé en Kabylie, en Algérie. Il a revendiqué tout simplement la reconnaissance de cette culture, de cette origine. Et depuis, les choses changent peu à peu, mais elles changent. Ce qu'on peut reprocher à ce mouvement, c'est que beaucoup considèrent, beaucoup de ces berbérophones considèrent aussi, eux aussi considèrent que les arabophones sont des arabes venus de l'Arabie. Donc c'est aussi une erreur. Ils revendiquent leur berbérité, leurs origines, mais ils sont aussi dans l'excès et dans le rejet de l'autre. Et quand j'ai écrit l'article en Algérie, il n'y a que des Algériens, je pensais à un moment on arriverait peut-être à un problème entre arabes et ce qu'on appelle arabe et ce qu'on appelle berbère. Tellement les berbérophones aussi rejettent les